Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Merci d'être avec nous sur RCJ dans Essentiel. On va parler aujourd'hui du nouveau livre de Guillaume Fard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Flic Stories, c'est aux éditions du Rocher. Les grands flics se racontent, Guillaume Fard. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes toujours professeur à Sciences Po ? Toujours. Vous tenez le choc ? Je suis extrêmement fier d'y être. Aucune raison d'en partir. On est d'accord, surtout qu'ils ont besoin, certains étudiants, de bons professeurs. On est d'accord pour comprendre certaines choses. Vous êtes le spécialiste police-justice sur BFM TV et vous avez notamment coécrit Top Action face aux crises. C'est avec Denis Favier et Jean-Louis Fiamanghi. On avait le plaisir de vous recevoir, oui. Exactement, avec Denis Favier. Et vous avez également écrit La lutte antiterroriste avec Bernard Cazeneuve. Vous n'étiez pas venu. Par contre, dites à Bernard Cazeneuve qu'il est le bienvenu quand il le souhaite. Il le sait. Il le sait, je crois, clairement. Alors, Flic Stories, les grands flics se racontent. C'est un bonheur à lire. Guillaume Fard, comme vous, je suis... les auditeurs le savent, parce que je crois que pour la plupart d'entre eux, je les ai quasiment tous reçus. On est très admiratifs ici de ces grands flics, de ces grands hommes tout court, et de la manière dont ils mènent leur vie avec courage et force. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'aller à leur rencontre, et d'aller vraiment à leur rencontre? Parce que ce qui est très sympathique aussi dans le livre, sous forme d'entretien, c'est que vous êtes à chaque fois dans un des lieux que la personne a choisi. Ça, c'est la magie de la radio. Le fait de pouvoir d'abord prendre le temps, et aujourd'hui on a du temps, oui. Je vous en remercie, et ensuite de pouvoir aller chercher des ambiances sonores. Parce que quand vous voulez retracer la vie de quelqu'un, vous avez au fond deux façons de procéder. Vous pouvez le recevoir en studio, ou alors vous pouvez lui dire, mais est-ce qu'il y a des lieux qui ont été des lieux marquants, inspirants à l'échelle de votre carrière ? Et on y retourne, et on capte l'ambiance. Et en se remettant dans l'ambiance, on raconte les souvenirs, je pense, d'une façon un peu différente. Et c'était ça le parti pris. Et après, le projet, c'était de partir d'un constat. Il existe... au fond, beaucoup de récits d'affaires. Si on cherche des récits de grandes affaires criminelles, on a beaucoup d'émissions, Faites entrer l'accusé notamment, mais pas que. Je pense aussi à l'heure du crime sur RTL, etc. Enfin, il y a beaucoup d'émissions qui vous proposent des collections d'affaires. Mais il n'existait pas de collection de portraits, de collection de récits de vie. Et c'était l'ambition de Flic Stories, qui est d'abord un podcast. Un podcast, oui, et BFM. Qui ensuite est devenu un livre. Et donc, je me suis posé au fond une question simple. Est-ce qu'on peut interroger 5 policiers et gendarmes illustres, puis 5 de plus, on faisait 10, puis 10. Là, il y en a combien en tout ? Il y en a 10, 9 là, policiers et un gendarme, et c'était la masse critique, on va dire, pour faire un livre. Et les éditions du Rocher ont proposé ça, et je suis très honoré que ça ait pu se faire. Alors, 2 femmes parmi ces 10 personnalités, on va en parler. Et vous dites, dès le début du livre, Guillaume Fard, vous dites, contrairement aux 10 personnes interviewées dans ce livre, je ne suis ni policier ni gendarme. Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez été depuis de nombreuses années déjà attiré, inspiré par ce milieu ? C'est assez difficile de répondre à cette question. On me la pose beaucoup, on me dit, mais pourquoi ça vous fascine, les policiers, les gendarmes ? Et si ça vous fascine, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenu l'un d'eux ? Alors, sur la fascination, il y a une part de mystère, il y a presque une part mystique. Je ressens toujours une forme d'attraction, une forme d'appel. La fascination, c'est peut-être excessif, parce que là, ça va presque au fétichisme. Mais en tout cas, un intérêt fort, ça c'est indéniable, mais pas au point de devenir policier gendarme. Je crois que peut-être par atavisme ou tradition familiale, je suis venu prof, moi aussi, après mon père, voilà, famille, ouais. Exactement. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que parce que on devient enseignant, qu'on ne peut pas s'engager, bien au contraire. Et alors j'ai mis du temps à trouver mon positionnement et ma forme ou mes formes d'engagement, mais d'abord s'engager pour accompagner l'engagement des autres, c'est une forme d'engagement. Et quand on est prof, et qui plus est à Sciences Po, et qu'on prépare des gens à passer les concours, notamment ceux de la police nationale, on est dans l'accompagnement de l'engagement des autres, et c'est de l'engagement. Et puis la pédagogie, c'est un outil très puissant pour l'engagement, parce que quand vous expliquez l'engagement des autres à d'autres qu'eux,
vous expliquez aussi le sens de leur action. Les 10 qui sont interrogés dans ce livre Flick Stories n'ont pas toujours pris le temps d'expliquer le sens de leur engagement, alors que c'est une Là, ils vie prennent le entière. temps. Ouais, Voilà. ouais. Et donc, c'est un message qu'ils laissent pour les générations suivantes. Et si je peux accompagner ça, je me suis aussi engagé. Et vous leur posez à chaque fois la question en fin d'entretien sur le conseil aux jeunes policiers. Donc là aussi, c'est de la transmission. Toujours, mais la transmission, c'est très important. Je crois que il faut comprendre qu'on est tous et toutes dépositaires de quelque chose, mais qu'au fond, on n'est que des passeurs. Chacun à notre manière. On reçoit un héritage, on le transmet, et donc il y a une chaîne. Il y a une grande chaîne. Et une fois qu'on a pris conscience de cela, on peut mieux prendre conscience aussi de son propre rôle. Moi, au fond, en faisant cela, je ne suis qu'un passeur. J'ai reçu de la connaissance, je transmets Et de la vous transmettez. connaissance. Ouais. Et ces grands policiers m'ont aussi appris beaucoup de choses, chacun à leur manière, et c'est à moi de le transmettre à d'autres. Alors, on va plonger au cœur de Flick Stories, Guillaume Farn, aux éditions du Rocher. On va commencer avec Jean-Louis Fiamanghi. Alors, lui, vous le dites dès le début, histoire de bien placer les choses, à l'anti-gang, il met fin à la cavale de Jacques Messrine sous les ordres du légendaire commissaire Broussard. Et quand il est au raid, il arrête Yvan Colonna. On Oui. commence par un. C'est du Oui, level, oui, comme on dit. mais Hein. Jean-Louis Fiamanghi, qui est mon ami personnel d'ailleurs, il a servi même de cobaye pour le premier épisode du podcast, et donc il devient le premier chapitre du livre assez naturellement. C'est 40 ans de police, Jean-Louis. Il devient policier presque par hasard. Il le raconte dans le livre. Au départ, il avait passé le concours de l'ORTF. Il se voyait bien reporter de guerre. Bon, il avait déjà envie d'action, envie d'aventure, d'une existence trépidante. Et dans le métro, par hasard, il croise un camarade de la faculté de droit de Strasbourg qui lui dit « Mais la police recrute. Les années 1970 et surtout le début des années 1970, on manquait de beaucoup de monde dans la police. Et donc, ça recrutait à tour de bras des agents contractuels. Et donc, lui, il se présente, il dit j'ai le bac, inspecteur, ça peut fonctionner. Il devient inspecteur. Ouais. Et il rentre dans la police comme ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait jamais eu cette rencontre dans le métro, il ne serait jamais devenu policier. C'est fou, hein. Et quel policier. Et quel policier. Et puis ouais. après, oui, la BRB, la BRI, et il enchaîne. Et le fait d'être, vous le mentionniez, dans le sillage de Robert Broussard fait qu'il va vivre de grandes affaires. Alors, il raconte, tous ces policiers, et là en l'occurrence Fiamanghi, sur Messrine, vous lui expliquez, vous dites quand on est un jeune flic âgé de 23 ans et qu'on rencontre Jacques Messrine, que lui dit-on? Il lui répond pas grand-chose, mais ensuite ils ont parlé cuisine. Oui, alors ça c'est une petite anecdote qui est assez amusante, c'est que Jean-Louis Fiamanghi à ce moment-là, il n'est pas encore dans l'équipe de Robert Broussard, il n'a pas encore participé à la dernière opération de recherche de Jacques Messrine, encore moins à sa neutralisation, à la porte de Clignancourt, mais Jacques Messrine est déjà présenté comme un grand criminel, et il s'était fait arrêter une première fois par les équipes de Robert Broussard, et donc lui décide d'aller lui parler, assez étrangement. Bon, les règles d'accès au gardé à vue au début des années Devait être plus 1970 souple, étaient beaucoup ouais. plus souples, et donc il va le voir. Alors bon, comme à l'époque il était permis de fumer et qu'ils fumaient tous un peu, voire beaucoup, ils partagent une cigarette, puis après il lui dit mais bon, alors, tu aimes manger, quand tu as été interpellé, on a toujours retrouvé des bouteilles de vin, enfin voilà. Et donc Jacques Messrine se lance dans une grande explication de la recette du gigot de 7 heures. C'est assez surprenant. Alors, il peut rajouter Mais- la recette dans le livre. Voilà, mais il lui effectivement. raconte ça. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'ils finiront par se retrouver, mais face à face, avec certains qui tirent l'un sur l'autre, et c'est Jean-Luc Fiamanghi qui tire avec d'autres sur Jacques Messrine. Donc la fin de l'histoire et la dernière rencontre, elle est assez tragique, mais il y a eu ce face-à-face entre les deux hommes. Alors, il raconte aussi, Jean-Louis Fiamanghi, et quand il parle, quand vous lui posez la question sur le message aux jeunes policiers, il dit faites-vous plaisir au quotidien et ayez des valeurs. C'est ce qui manque aujourd'hui, la recherche de sens. Quand on est jeune, on a besoin de sens, de valeurs. Oui, et dans le cas particulier de Jean-Louis Fiamanghi, il explique bien dans l'interview et dans le livre, ce sont ses chefs successifs qui lui ont transmis les valeurs. Parce que au fond, quand vous êtes policier, bon, alors vous passez un concours, vous allez à l'école. Alors à l'école, évidemment, on vous donne toute une série d'enseignements, notamment par rapport à l'intervention professionnelle, comment interpeller quelqu'un, comment maîtriser quelqu'un, comment arrêter quelqu'un, comment servir de son arme. Bon, des choses qui sont essentielles pour exercer le métier.
Mais après, vous êtes lâché dans le grand bain. Et là, qui sont vos maîtres nageurs? Enfin, elle est où votre corde de rappel? Qui vous forme? Qui vous apprend le métier? Et ce que Jean-Louis Fiamanghi évoque dans ce chapitre, c'est que lui, il a pu compter sur des grands anciens qui lui ont transmis. Et on en revient à la transmission. Oui. Vous savez des choses, vous transmettez des choses. Et donc lui, il a appris comme ça le métier, beaucoup sur le terrain, beaucoup avec des grandes figures, pas grandes au sens de médiatiser, mais qui étaient respectées dans l'institution policière et qui ont appris des choses. Et ces mêmes enseignements, lui, s'est efforcé de les transmettre. Alors, ce qu'il dit aussi de très intéressant, et d'autres grands flics le disent, et vous le constatez, j'imagine, tous les jours, évidemment, Guillaume Fard à BFM, il dit le temps s'est accéléré, nous sommes aujourd'hui dans des médias rapides. Pour les policiers, la difficulté s'est accrue. Intervenir désormais est plus difficile qu'à nos époques. C'est peu de le dire quand Oui. on voit aujourd'hui le nombre de refus d'obtempérer, quand on voit le nombre de fois où finalement les images parviennent tout de suite parce que filmées par un téléphone portable aux alentours, etc. Et qu'on ne sait même pas parfois le fond de l'histoire, que hop, les images sont déjà là. Oui, mais vous posez au fond la question en utilisant le mot central, l'image. Ce qui a changé entre la police d'il y a 50 ans et la police d'aujourd'hui, les années 70, c'était il y a 50 ans, c'est l'image. Je ne crois pas que c'était moins violent à leur époque. Je crois que ça, c'est un grand cliché de dire la société aujourd'hui, en 2024, est beaucoup plus violente qu'en 1970. Je ne le crois pas. Jean-Louis Fiamanghi, il s'est fait tirer dessus à de très nombreuses reprises. Il a probablement beaucoup plus utilisé son arme et essuyé de tirs que certains policiers qui exercent aujourd'hui. En revanche, ce qui a changé, c'est l'image. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vous le montre quand des personnes se tirent dessus. Dans les années 1970, vous aviez quoi? Les journaux, la presse écrite. Alors vous pouvez prendre les coupures de presse de l'époque et relire le récit des braquages de banques, par exemple. On braquait beaucoup les banques, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'il n'y a quasiment plus rien à voler dans les banques. Ouais. Mais à l'époque, on braquait énormément les banques. Donc ça tirait énormément, il y avait beaucoup de fusillades. Et donc les récits de la presse de l'époque vous racontent des histoires de gens qui se couchaient sous les voitures, de mamans qui poussaient le landau loin pour essayer de protéger leur bébé. Enfin, c'était vraiment ça. Mais c'était un récit qui était un récit littéraire et donc imagé. Et aujourd'hui, on vous met l'image sous les yeux. On vous met l'image de ces agents d'administration pénitentiaire qui ont été lâchement tués par ceux qui ont aidé Mohamed Amra à s'évader, par exemple. Et on vous dit, regardez, c'est ça. Alors évidemment, ça a un impact psychologique beaucoup plus fort, mais attention à un biais. Il ne faut pas croire que parce qu'on vous met l'image sous le nez, ce serait beaucoup plus violent aujourd'hui que par le passé. En réalité, la violence, c'est la violence. Les bandits sont les bandits, ce qui change, c'est l'image. Et le problème aussi de ces images, Guillaume Fard, alors à un moment donné, Frédéric Vaux, qui est le dernier interrogé, le parle, c'est quasiment d'ailleurs une des dernières lignes du livre, il parle de la réflexion et de l'action. Il dit, et parfois, dans la réflexion, le policier n'a qu'un temps réflexe. Très souvent, effectivement, les policiers vont travailler, apprendre pendant des semaines, des mois, voire des années, pour avoir le bon réflexe, et ça va se jouer en une centième de seconde. Si pendant ce centième ou ce millième de seconde, le flic va se dire « Ouh là là, est-ce que je fais bien de faire ça parce qu'il y a peut-être une caméra ou un téléphone portable qui va me filmer ?» On bascule là dans autre chose. Oui, mais parce qu'en fait, c'est toute la difficulté de ce métier. Je vais vous citer une maxime philosophique que j'aime beaucoup, c'est l'oncle de Spider-Man qui, avant de mourir, lui dit « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Alors on pourrait dire « Oui, c'est les comics américains, etc. » Mais je crois que tout est résumé en cette phrase. Oui. La police, le policier a des pouvoirs supérieurs. Il a des pouvoirs supérieurs à vous et moi. Sa parole vaut plus, par exemple, que vous et moi. Il est assermenté, je ne le suis pas, vous ne l'êtes sans doute pas. Et donc, ça n'est pas tout à fait un homme ou une femme ordinaire. On l'a investi de grands pouvoirs. Mais comme tout est toujours question d'équilibre et de balance, la contrepartie, ce sont les grandes responsabilités. Il faut que si vous faites un mauvais usage, vous soyez très contrôlé. Et donc, toute la difficulté, c'est que vous allez avoir quelques fractions de secondes, comme vous le dites, pour réfléchir à l'usage de votre arme. Et ensuite, on aura quasiment l'éternité, en tout cas des dizaines d'années, pour disséquer ce que vous avez fait, notamment devant une juridiction. C'est ça l'équilibre. Et souvent des gens qui, eux, n'ont jamais eu à faire ça. Oui, absolument, mais le fait qu'on demande, et parfois même au peuple français, quand c'est devant une cour d'assises, de disséquer ce que vous avez fait a posteriori, c'est l'équilibre qui fait que vous avez été investi du droit de pouvoir le faire. Et c'est une façon aussi de vous faire prendre conscience que ça n'est pas neutre de sortir son arme. Et donc, je crois que dans une période où certains dans le débat public vous disent qu'il faudrait
une présomption de légitime défense pour tous les policiers et les mettre à l'abri de tous les juges a posteriori, Non, c'est c'est plus casser la l'équilibre. République, c'est plus la C'est casser démocratie. l'équilibre. Si les pères fondateurs de la République ont pensé un équilibre, c'est précisément pour qu'il y ait un ordre des choses. Si vous commencez à dérégler, c'est comme l'horlogerie. Après, on vous donne l'heure, mais c'est sans doute pas la bonne. Et après, c'est le bazar. C'est pour ça aussi qu'à votre avis, dans notre métier, Guillaume Farn, on est souvent, vous c'est le cas, en l'occurrence, chroniqueur police-justice. Oui. C'est les deux ensemble, très souvent. D'abord, toute politique publique de sécurité, quelle qu'elle soit, avance sur deux jambes. La police et la justice. Et d'ailleurs, ouais. opposer les unes aux autres ou l'une à l'autre, ça n'a aucun sens parce que c'est un jeu à somme négative. Le rôle de la police, c'est de retrouver le criminel. Le rôle de la justice, c'est de regarder et d'apprécier ce qu'il a fait en fonction des règles de droit et le cas échéant de condamner. Et on ne peut pas être jugé parti, comme disait l'autre. C'est bon de séparer les choses. Et donc les deux doivent avancer ensemble. Mais oui, parce que c'est tellement facile d'aller dire côté police, ah c'est la faute des magistrats, ils sont horribles, ils sont du côté des bandits. Et puis c'est tellement facile du côté de certains magistrats de dire, non mais les policiers sont des brutaux, des racistes, des violents, etc. Vous n'en sortez pas de cela. Si vous passez votre temps à vous opposer à l'autre, alors même que le principe de toute société humaine, c'est l'unité. Il faut unir les personnes pour les faire avancer ensemble. C'est là où je dis que c'est un jeu à somme négative. C'est même un jeu dangereux. Guillaume Farn, alors dans Flick Stories, aux éditions du Rocher, on va parler maintenant de Ange Mancini. Alors lui, il est rentré dans la police en 66. Vous dites qu'il connaît le pari des braqueurs en cravate et des proxénètes de Pigalle. Il s'était occupé du japonais cannibale avant de devenir en 85 le premier patron du RAID. Absolument. Les terroristes d'action directe. Bon, il a fait tout le monde, hein, Ange. Ouais, c'est un très très grand monsieur, Ange Mancini. En fait, sa trajectoire, elle est inspirante pour beaucoup de policiers parce que il commence agent contractuel, il est aux archives de la préfecture de police de Paris et quand on regarde 45 ans après, il est préfet et pas n'importe lequel, il est coordonnateur national du renseignement, il est à l'Élysée et il fait deux présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Donc c'est une vie entière consacrée à la France. Et effectivement, il a connu une époque qui n'existe plus. Alors, il en parle sans aucune forme de nostalgie, mais à quoi ressemblait le Paris du début des années 70 à Pigalle, puisque lui, quand il sort de l'école de commissaire de police, après un nombre de concours internes, il est affecté dans ce district de Pigalle. Bah, c'est aux mains, Paris est aux mains des proxénètes, en tout cas pour cette zone de la capitale. Et il a une très belle formule parce que il est tout de suite confronté à la corruption. Parce que quand vous avez le milieu de la nuit, beaucoup d'argent qui circule, des stupéfiants, mais surtout beaucoup de proxénétisme. Il dit, vous pouvez manger tant que vous voulez, boire tant que vous voulez, mais vous ne prenez pas de pognon. Exactement. Il dit, le premier qui prend 10 balles, je le vire. Mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que boire, bon, au final, si vous buvez excessivement... Ça peut faire parler les indices. Vous allez finir par vous endormir. Si vous mangez excessivement, vous allez finir par vomir. Mais l'argent, c'est sans fin. Il n'y a aucune limite. Et donc, il dit précisément, parce qu'il n'y a aucune limite à la corruption, je ne tolérerai pas que quelqu'un s'enrichisse, même de 10 francs. Lui, il dit, vous lui rappelez qu'il a fait un demi-siècle au service de la France. Il lui dit, je ne dirais pas que la police a changé, c'est la société qui a évolué et la police est adaptée à ces changements, parfois douloureusement, parfois difficilement. Oui, mais parce que qu'est-ce que la police nationale ? La police, elle est nationale parce qu'elle est l'émanation de la nation et au service de la nation. Émanation de la nation, ça veut dire que on va prendre dans la société des femmes et des hommes qui ont envie de servir la France. Et au service de la nation, ils se mettent au service de quelque chose de plus grand, de plus fort qu'eux, qui est la collectivité. Bon, si la collectivité change, eux vont changer, et la nature du service qu'ils vont rendre va changer aussi. Après, il faut simplement faire attention à garder quelques garde-fous. Ouais. La société a changé, la police a changé, évolué, et entre toutes ces histoires de grands flics, alors effectivement, il y a plein de points communs, mais on sent aussi que parfois, les moyens de la police, eux, n'ont pas suivi de la même manière. Pas toujours. Alors, sur le plan de la police technique et scientifique, ça s'est considérablement accéléré. Ça, c'est impressionnant. Christian Flech, qui est un des 10 interviewés du livre, dit à un moment, il a une belle formule. Il dit avant, il fallait 1 litre de sang pour essayer de reconstituer vaguement un ADN. Aujourd'hui, une micro-goutte suffit. Bon, donc, sur le plan scientifique, technique, cela a beaucoup progressé. Sur le plan numérique aussi, on a maintenant des logiciels qui permettent de recouper des fichiers, de croiser des informations, de faire gagner du temps. Il y a la vidéoprotection de voie publique. Combien d'enquêtes sont élucidées grâce à
l'image, parce que on va avoir une information, on va avoir un auteur, et ça va accélérer les enquêtes. Mais ce qui a changé aussi, c'est le fait que le code de procédure pénale se soit épaissi et la procédure est beaucoup plus lourde. Et ça crée quand même du découragement chez beaucoup d'enquêteurs qui sont plus vissés à leur bureau à remplir des papiers Ouais, que voilà, véritablement que sur le d'être sur le terrain terrain. Ouais. à faire un métier qui les a fait rêver. Alors, parlons de Martine. Martine Monteil, qu'on a eu le plaisir de recevoir ici. Sacrée nana, elle me permettra l'expression. Elle était au STUP un bon moment. Elle a arrêté François Sagan. Elle a arrêté Madame Claude. Ouais. Elle était la première femme à diriger la crime. Elle était aussi en poste au moment de la mort, de l'accident de voiture de Lady Di. Ouais. Et puis, au moment de l'attentat de Port-Royal. Et elle le raconte. Et on sent que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour Oui, elle, parce cet attentat. qu'elle a vécu vous avez rappelé tout ce qu'elle a vécu. C'est d'une richesse incroyable. Et quand on prépare le podcast, je lui demande, comme à chacun, je dis, mais où est-ce que vous voudriez retourner? Alors, elle me cite différents lieux. Et pour commencer, elle me dit à la station RER Port-Royal. Et je lui dis, pourquoi là? Elle me dit, parce que quand le 3 décembre 1996, il y a cet attentat terrible dans le RER, qui d'ailleurs n'est toujours pas revendiqué ni élucidé à l'heure où on enregistre cette émission. Elle descend les marches et évidemment, elle marche sur des corps, hein, ou des restes humains, et c'est très, très, très marquant pour elle. Et elle était confrontée au pire, c'est-à-dire au terrorisme. Et donc ce jour-là, elle et moi, et l'équipe d'enregistrement, on fait le chemin à l'envers. C'est-à-dire qu'elle, le 3 décembre 1996, elle part du 36 quai des Orfèvres à toute bombe, et elle arrive à la station RER Port-Royal. Et nous, on part de la station RER Port-Royal, et en RER, on se rend au 36 quai des Orfèvres. Mais oui, elle a revécu un morceau d'histoire qui était pas objectivement la plus plaisante. Alors, elle raconte aussi, et ça c'est un peu plus plaisant forcément, les visites parfois de Jean Seberg, l'épouse de Romain Gary, qui à l'époque avait apparemment pas toute sa tête. Oui. Elle venait cuisiner dans la cuisine des flics. Dans le commissariat du 7e arrondissement de Paris, où elle venait d'être affectée. Et ça nous rappelle à quel point, à cette époque, les commissariats de quartier, qui pour beaucoup ont disparu à Paris, étaient des lieux de vie, étaient des lieux ouverts. Les Français s'y rendaient pour toute une série de procédures, refaire une carte C'est ça, ils d'identité, le disent. Ouais. récupérer un permis. Mais en tout cas, on allait au commissariat de allait, police. ouais. C'était quelque chose Aujourd'hui- d'assez naturel. Aujourd'hui, les commissariats se sont barricadés. Alors, pas que pour de mauvaises raisons, hein. Quand vous êtes victime d'attentats terroristes dans un commissariat, comme ça a été le cas Ouais. à Rambouillet, quand Stéphanie Monfermé a perdu la vie, bon, vous avez légitimement des raisons d'être inquiet. Mais ce côté lieu ouvert, lieu de vie, lieu de rencontre entre la police et la population, on l'a peut-être un petit peu perdu avec ce regroupement des commissariats parisiens, la disparition des commissariats de quartier, et tous expriment des regrets. Et même Serge Gainsbourg venait boire des coups, il l'a dit avec les flics. Serge Gainsbourg était un voisin qui aimait la police, dit-elle. Oui, il y allait, il buvait, il rigolait, mais c'était une époque, effectivement. On va marquer une petite pause musicale et on va se retrouver juste après, toujours avec mon invité ce matin, Guillaume Fard. On parle de Flick Stories, c'est aux éditions du Rocher. Pierre Perret, ma France à moi. Mon invité ce matin, c'est Guillaume Fard, professeur à Sciences Po. Vous enseignez quoi d'ailleurs, Guillaume? Les questions de sécurité, Oui, c'est pas les fou, en même politiques temps. publiques de sécurité, bon, on se refait pas. Hein. Non, c'est pas vous. Et chroniqueur police-justice sur BFM TV, auteur du livre dont on parle ce matin, Flick Stories, les grands flics se racontent aux éditions du Rocher. Alors, on a parlé de Martine Monteil. Martine, c'était la première femme dans plein de domaines. Oui. Hein. C'est une femme précurseur. Elle n'a jamais demandé à l'être, au fond. Oui, c'est souvent, mais elle l'a été, et elle incarne cela au point d'ailleurs qu'elle est la première personne à donner de son vivant son nom à une promotion d'élève commissaire de police, la promotion Martine Monteil, qui d'ailleurs aujourd'hui se réunit à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or près de Lyon. Mais effectivement, quand elle passe le concours de commissaire de police, vous savez quel était le slogan de la police? Ah oui, un métier d'homme. La police, un métier d'homme. Alors aujourd'hui, c'est protéger le plus beau des métiers, c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus inclusif, on va dire. À l'époque, c'était rejoignez la police, c'est un métier d'homme. Alors c'était pas très avenant pour les femmes. Et elle, qui est fille de policier, passe le concours, le réussit brillamment. Et devient un peu la première commissaire de police à exercer des responsabilités importantes. Et donc, elle incarne quelque chose aux yeux de toute une génération de femmes après elle, parce qu'elle va les inspirer.
elle n'a jamais rien fait pour cela, elle le dit elle-même, elle n'a pas recherché Non, elle a juste la lumière, travaillé. Ouais. mais en faisant, mais je crois que c'est essentiel ce que vous Mmh. dites, c'est en faisant ce que l'on a à faire du mieux que l'on peut le faire, que derrière, bah, par l'exemplarité, on va entraîner d'autres personnes à vous suivre. C'est pas dire je suis indispensable, je vais vous Mmh. parler, j'ai des choses à vous dire, écoutez-moi, regardez-moi. Non, c'est je suis à ma place, je fais ce que j'ai à faire. Et par l'exemplarité, bien, suivez ce chemin si vous estimez que c'est un bon chemin. Et il y a un très grand nombre de femmes commissaires de police que je connais, dont certaines sont des amies personnelles, qui, lisant la biographie de Martine Monteil, voyant Martine Monteil, ont décidé elles aussi de rejoindre la police nationale. Et ce qui fait que, même si on n'est pas tout à fait à la parité, aujourd'hui, on y Ça tend. progresse, On y voilà, tend. ça progresse. Alors, Charles Pellegrini, dont vous parlez également dans ce livre, qui se raconte également dans ce livre, Guillaume Fard, il va dire, lui, à un moment donné, sur le métier, il y a, c'est 70%, c'est ça. Il dit, je me suis Mmh. occupé de beaucoup d'affaires. Pour 70%, il y a eu une part de chance, être là quand l'affaire a eu lieu. Oui, et parce que, en fait, à ce moment-là, Charles Pellegrini répond à la question diriez-vous de vous-même que vous êtes un grand flic, qui est la question que je pose à tous les invités, modulo le fait qu'à Denis Favier, je lui demande s'il pense être un grand Un grand gendarme. gendarme, oui. Et tous font exactement la même réponse, c'est il n'y a pas de grand flic, il n'y a que de grandes affaires. Voulant dire par là qu'il y a des affaires médiatisées et que si ce sont eux qui ont la charge de ces affaires médiatisées, ils vont être médiatisés avec l'affaire qu'ils traitent. C'est vrai, sans doute, mais ils sont tous très humbles parce que c'est pas tout d'avoir une affaire médiatisée, encore faut-il bien la traiter, parce que sinon c'est la double peine. Non seulement vous avez pas réussi à traiter une affaire, mais en plus tout le monde sait que vous n'avez pas réussi à traiter l'affaire parce Ouais, qu'elle est c'est très la loose. médiatisée. Donc il faut quand même, certes, prendre un peu de recul. Ils sont tous très humbles, mais moi je peux le dire, ils sont tous très Ouais. talentueux Ouais. et c'est pour ça Et très courageux. qu'ils Ouais. réussissent. Certains, en tout cas, on va dire les plus anciens, parlent aussi beaucoup de la culture flic. Et ils parlent évidemment, j'imagine que comme nous tous ici, vous êtes fans de Bébel, et de l'image finalement aussi que des films tels que ceux de Belmondo ou d'autres ont pu contribuer à donner à un moment donné du flic. Oui, ben Jean-Paul Belmondo et Alain Delon ont Oui, été Delon les différemment, deux plus ouais. grands promoteurs de la police dans les années 1970 et 80 et ont donné envie à des générations entières de s'engager. Bah, c'était ce qui faisait rêver les jeunes de l'époque, quand ils allaient au cinéma, ils voyaient leurs exploits et ils voulaient eux aussi s'engager. Et ce qui fait d'ailleurs que pendant très longtemps, j'en parle au passé parce que ça n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui, mais c'est la police judiciaire, celle qui mène les enquêtes, qui attirait le plus parce que on leur montrait, on leur présentait des images spectaculaires, sans doute Mais plus oui. spectaculaires que le commissaire Maigret qui tire sur sa pipe. Tout à fait. Mais néanmoins, Ouais. c'est La c'est semaine ce qui attirait dernière, les Claude jeunes. Cancès était là pour son excellent livre aussi, 36. Il racontait effectivement ces grandes enquêtes et ce lieu mythique était le 36 qui est des Orfèvres. Alors, d'autres témoignages dans ce livre, Flick Story, Guillaume Fard, il y a Christophe Molmy, qu'on avait reçu aussi ici, qui est un excellent auteur de polar, mais dont on sent, je ne sais pas pourquoi, peut-être évidemment par rapport à ce qu'il a vécu, qu'il est peut-être un peu plus triste, un peu plus marqué que certains autres. Oui, bah, effectivement, il est Il a l'auteur vécu le Bataclan. Hein. de polars. Le dernier est un polar noir, hein, la fosse aux âmes. Les terrible. autres polars qu'il écrit ne le sont pas, mais Ouais. celui-là en particulier est un polar très noir qui le renvoie à une histoire personnelle douloureuse. D'abord sur un plan professionnel, vous le disiez, il est celui qui est rentré dans le Bataclan. Alors, pas en premier, parce qu'il y a un commissaire de police qui s'appelle Guillaume Cardy, qui est rentré effectivement en premier avec son chauffeur. Mais lui, quand il rentre avec les hommes de la BRI, c'est pour mener un assaut contre les 2 derniers terroristes qui se sont retranchés à l'étage avec des otages. Et non content de réussir cet assaut, qui était quand même un assaut très difficile, dans des conditions qui étaient quand même périlleuses, il sauve tous les otages, et il vit un drame personnel qui est la perte de son meilleur ami au Bataclan. Il découvre son corps après avoir conduit cet assaut, et son ami d'enfance, qui est son meilleur ami, a été tué ce soir-là avec d'autres victimes au Bataclan. Et donc c'est un deuil qui est un deuil très dur et qui nécessitera sans doute l'écriture d'un livre qui a une vertu thérapeutique. Je lui pose la question. L'interview, on l'a fait en partie dans une librairie, justement pour que ce soit plus apaisé et moins lourd que si on avait mené cette interview par exemple au Bataclan.
Et donc, à travers l'évocation de son livre, on évoque l'évocation de ce drame. Mais effectivement, ça fait partie des moments les plus durs des enregistrements de Flick Stories. Et il rappelle, il dit il faut se souvenir qu'en 33 minutes, il y a eu 8 attentats à Paris entre le Stade de France, les terrasses et le Bataclan. C'est vrai qu'on parle plus souvent en termes génériques, on va dire, du Bataclan, mais il y a eu toutes ces terrasses de café aux alentours Oui. et le Stade de France par là où ça a démarré. Et il explique comment l'assaut a été donné Oui. dans le Bataclan. Et à un moment donné, effectivement, il parle de l'échange qu'il a avec le préfet de police de Paris de l'époque, Michel Cadot, qui lui dit est-ce que ça va aller? Et lui répond non, monsieur, Non, ça ne va pas aller. non, ça va pas aller. Mais il y a un vers de Gérard de Nerval qui résume ça. C'est la nuit sera blanche et noire. Et en fait, la nuit du Bataclan, la nuit du 13 novembre 2015, elle est blanche et noire. Elle est blanche parce que personne ne va dormir, même parfois C'est pendant clair. plusieurs jours. Et elle est noire parce que on a touché le fond. C'est-à-dire, c'est le pire attentat terroriste de l'histoire de la Ve République. Personne ne s'attendait à ça, personne ne pouvait prédire quelque chose d'aussi horrible, et le pire est advenu. Et ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que au moment où Christophe Maulmy, avec les hommes de la BRI, vont conduire cet assaut, ils ont très peu d'informations. Oui. Ils savent pas ce qu'ils vont trouver. Ils savent qu'il y a Il des sait qu'il y a terroristes des otages, retranchés, ils savent qu'il y a ouais. des otages, ils savent pas s'il y a de l'explosif, pas d'explosif, et ils vont mener un assaut dans un couloir qui est étroit comme la moitié de ce studio, avec des hommes qui ont des gilets explosifs et des kalachnikovs et des otages. Et donc, quand il part, il pense sincèrement que ceux qui partent avec lui, il ne les reverra peut-être pas tous, et peut-être que lui-même, qui participe aussi à l'assaut, perdra la vie. Et donc, quand le préfet Cadot se retourne et lui dit Christophe, ça va aller, il y a, il y a l'homme qui perce sous l'habit de préfet. Et Christophe Maulmy lui répond non, monsieur, ça ne va pas aller. Qu'est-ce que vous attendez? On va conduire un assaut dans des conditions extrêmement difficiles. Et pourtant, Ils alors vont est-ce qu'il y a une réussir. part de chance? Ouais. Peut-être, mais ils vont réussir l'impensable, c'est-à-dire sauver la vie de l'intégralité des otages. Ils les ramènent tous sans exception. Ça, c'est effectivement incroyable. Alors, Denis Favier, vous dites s'il n'y avait qu'un seul grand gendarme, ce serait lui. Lui qui était à Noël 94 lors de la fameuse prise d'otage des passagers du vol Alger-Paris. Il monte à l'assaut de l'Airbus avec les hommes du GIGN au cours d'une séquence restée mythique. On parlait tout à l'heure des images. C'était effectivement 94, donc il y a quelques temps. T'es plus jeune, Presque vous et moi. 30 ans, oui. Voilà, presque 30 ans. Vous êtes même encore plus jeune que moi, je crois, Oui, Guillaume. oui, Mais oui. moi, je sais que c'est des images qui me reviennent comme ça. Oui, bah, j'ai les On mêmes. a, voilà, cette colonne les du mêmes GIGN images. qui monte dans l'avion, c'est incroyable. Bah, c'était le début des chaînes d'information en continu. LCI Oui. venait d'être créé et c'était le premier direct. Alors moi, je regardais pas LCI, mais Exactement. TF1, comme beaucoup de gens, parce que j'avais pas le câble. Puis j'étais jeune, hein. Mais je me rappelle parfaitement de l'image de cette passerelle qui s'avance, et Denis Favier qui part à l'assaut avec ses hommes. Vous savez, la gendarmerie nationale, c'est un collectif, c'est une force armée. Et donc, au sein d'un groupe, dans une armée, c'est rare qu'il y ait des figures qui se distinguent. Le collectif doit toujours primer sur les individualités. Et on n'aime pas trop dans les armées les figures un peu remarquables qui se détachent. Et Denis Favier, c'est un homme qui incarne une forme de mythe pour la gendarmerie, parce que cet assaut est aussi un assaut mythique, et qu'il est monté à l'assaut avec ses hommes. Oui, et qu'il va faire quelque chose de différent aussi. Il explique que c'est un coup stratégique qui va prendre de l'avance et qu'il va essayer d'inverser la donne, puisqu'il va faire venir l'avion là où Ouais. ils sont déjà eux. Alors ça c'est tout le côté stratège du chef militaire. C'est que on lui demande d'aller se prépositionner aux Baléares. Bon, donc il part à Palma de Majorque, Ouais. et pensant que peut-être l'assaut pourrait être donné en Algérie, parce qu'au départ l'Airbus, la prise d'otage, elle est sur le sol algérien. C'est à Alger que l'avion d'Air France est pris en otage. Et lui, très vite, acquiert une conviction par rapport aux informations qu'il arrive à avoir. Alors, sur la base de coups de fil, enfin, c'est assez rudimentaire. Ouais, Hein. C'est une il faut époque lire sans, après c'est dans une le époque livre. sans Ouais. Internet. Hein. Il n'y a pas Internet. On se retourne vers nos stagiaires 2 secondes. Il n'y avait pas Internet, les enfants. Il n'y a Il n'y pas avait Internet. pas les portables. Il n'y a pas de Ils avaient téléphone des portable. beepers, Voilà. les Il y flics. avait et donc des moyens de communication qui étaient assez rudimentaires, la radio et des lignes fixes. Et donc il se dit, mais au fond, l'assaut n'aura jamais lieu en sol algérien, c'est pas vrai. L'avion, il y a de très grandes chances qu'il soit dérouté sur Marignane, donc on part à Marignane. Il demande l'autorisation à personne, il prend son avion, il prend ses hommes, et il va se poser à Marignane, et il prend de l'avance, parce que comme cela, il peut préparer le terrain.
et ça sera une manœuvre assez décisive qui va aussi lui valoir l'immense respect des hommes du GIGN. Je dis des hommes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Mais oui, encore il de n'y avait pas femmes. encore de femmes. Et Il n'y en a qui pas vont dire, beaucoup, hein, mais même le aujourd'hui. chef, quel chef il a pris ses responsabilités, il nous a amenés au bon endroit. Et donc, il y a un côté leader. Hein. Le chef, c'est celui qui vous guide. Bah, il les a guidés au bon endroit pour conduire le bon assaut. Alors, il parle aussi, Denis Favier, dans ce livre, Guillaume Farn, d'Amari Lélis, des frères Kouachi et de Koulibaly, parce que voilà, il y a ces journées aussi terribles de l'attentat de l'hypercachère et de son enchaînement Charlie Hebdo. Clarisse, qu'il ne faut pas oublier, la policière de Montrouge, et puis Clarissa ensuite, Jean-Philippe, effectivement, l'attentat de l'hypercachère. Et ces 3 jours, hein, 7, 8, 9 Neuf. janvier 2015, dont on commémorera le 10e anniversaire en janvier prochain, déjà 10 ans. Ouais. Et lui, à ce moment-là, il est directeur général de la gendarmerie nationale, et le président de la République est François Hollande, et lui confie une mission qui est de coordonner l'opération de recherche des frères Kouachi, qui, après avoir commis la tuerie de Charlie Hebdo, parviennent à s'échapper, volent une voiture et quittent Paris. Et donc là, il faut les retrouver dans une zone qui est une zone plutôt périurbaine, voire rurale. Et donc la gendarmerie nationale a une plus-value opérationnelle de ce point de vue. Et c'est lui qui s'en charge jusqu'à ce que les frères Kouachi soient détectés. Alors d'abord dans une station essence près de Villers-Cotterêts, puis ensuite à Damartin en Gouel. Et là, c'est le GIGN, une fois encore, qui conduit. Alors, un assaut, oui et non, parce que les frères Kouachi tentent une sortie qui leur est fatale, mais en tout cas qui coordonne cette opération. Et on sait à quel point c'était compliqué parce que Koulibaly attendait, enfin ils étaient en lien avec les Kouachi, Ouais, il fallait pas... il fallait faire un assaut concomitant, Ouais. Damartin d'abord, parce que les Kouachi précipitent toutes les opérations en faisant cette sortie, et Paris, la porte de Vincennes, où le RAID et la BRI mènent un assaut conjoint et parviennent à neutraliser Amédi Koulibaly et sauver les otages qui étaient encore en vie, parce que malheureusement certains ont perdu la vie à l'hypercachère. Vous étiez déjà à BFM, Guillaume Farn, à Non, l'époque? non, Non, vous étiez trop jeune. Non, j'y étais pas. Moi, j'étais déjà enseignant, hein, mais très modestement, je suivais ça depuis mon salon. Et après, j'ai connu d'autres attentats à BFM à partir de l'année 2017, très précisément. Alors, dans ce livre d'entretien, Guillaume Farn, Flic Stories, aux éditions du Rocher, il y a Sophie Hatt aussi, et je voulais parler d'elle juste après, parce que Sophie, elle voulait être commissaire de police quand elle était plus jeune, et elle va être chargée de la sécurité du président de la République François Hollande à l'Élysée, 5 ans, et notamment ce 13 novembre 2015. Et elle vous raconte comment ça s'est passé quand ils étaient dans le Stade de France et qu'ils apprennent qu'il y a une explosion, puis une deuxième explosion, et qu'il faut exfiltrer le président. Tout à fait. Sophie Hatt, c'est une femme qui, d'abord, est une femme très inspirante, je trouve, dans la police nationale, qui a fait beaucoup de protections rapprochées, même si sa carrière ne se réduit évidemment pas à ça. D'abord celle de Lionel Jospin, Premier ministre, qui... Ah oui, et puis elle raconte aussi, effectivement... qui est très précurseur. Ouais. Il lui fait passer l'entretien de recrutement alors qu'elle est enceinte, quasiment sur le point d'accoucher. Je crois qu'elle est enceinte de 7 ou 8 mois quand elle passe cet entretien, et qui lui dit, à compétences égales, je préfère une femme, et vous avez les compétences, donc vous êtes recruté. Très bien. Et c'était d'ailleurs pas non plus lui rendre la vie facile, parce qu'avec un nourrisson, des marées, des missions qui sont quand même pas les moindres, préparer des déplacements. Elle est aux côtés de Lionel Jospin quand il reçoit des pierres en Israël, à l'université de... Et elle raconte aussi, alors ça ouais. aussi je l'ai appris, comment ça s'est passé, comment ils ont pris la décision de le faire sortir sans que l'armée israélienne ne les aide, parce que ça aurait peut-être rajouté encore de la complication à tout ça. C'est un choix. Après, oui, c'est un choix. C'est là où elle est pleinement dans son rôle. Oui. Elle donne des orientations aux politiques en disant si vous prenez telle orientation, il y a tel risque, tel autre, il y a tel risque. Et après, le politique prend son risque. Bon, le risque, c'était des pierres sur le crâne. Bon, Lionel Jospin, il en a pris quelques-unes. Elle aussi, du reste. Oui, c'est ce qu'elle dit, qu'elle a été légèrement protégeant. Blessée, voilà. Et donc, ensuite, elle fait d'autres choses dans sa carrière à partir de 2002. Et en 2012, la question de la sécurité du président Hollande se pose. Le président Hollande souhaitait changer un certain nombre de policiers qui s'occupaient de la sécurité de Nicolas Sarkozy, assez classiquement quand il y a des alternances. Et donc elle revient pendant 5 ans au centre du jeu de la sécurité présidentielle. Et effectivement, il y a le soir du 13 novembre. Et c'est elle qui fait dire à un de ses hommes que le président Hollande doit quitter la tribune présidentielle pour se rendre d'abord au PC
pour lui apprendre une première information, c'est qu'il y a un mort à l'extérieur du stade. Et puis Et il y il en ne aura faut pas rapidement. évacuer. Elle prend la décision de dire qu'il ne faut pas, évidemment, Oui, évacuer le oui, stade oui, parce que... avec Bernard Cazeneuve et elle, ils sont trois, hein. Il y a le président Hollande, Bernard Cazeneuve qui est ministre de l'Intérieur et Sophie Hatt. Et il y a une photo qui est Oui, restée on l'a aussi, assez l'image. mythique Ouais. et elle l'a gardée dans son bureau. On les voit tous les trois et elle lui montre un plan du Stade de France. Et effectivement, son conseil, c'est que le stade étant une enceinte sécurisée, les personnes ont été fouillées, que les terroristes manifestement ne sont pas parvenus à y rentrer, c'est donc que c'est Sinon, ce étanche. serait déjà arrivé. Ouais. Voilà, et que comme on fait le pari de l'étanchéité, on Mm. garde les personnes à l'intérieur. Et il fallait effectivement nettement mieux. Il y a aussi, alors on n'a pas pu tous les évoquer, on en a fait quelques-uns. Il y a aussi Marc Elgaros Oui. et il y a aussi Frédéric Vaux qui est le dernier. Et il parle souvent, certains effectivement, de la difficulté du métier quand malheureusement l'un d'entre eux est blessé, voire pire, et du fait que souvent, étant tous des grands flics et des dirigeants, c'est à eux que revient la triste mission d'aller voir la famille pour annoncer la mort. Oui, ça quand je leur demande quels sont vos pires souvenirs professionnels, très souvent il y a l'annonce des décès. Mm. Ange Mancini, par exemple, quand il y a les trois premiers, enfin les deux premiers morts du raid en intervention, c'est lui qui est chef du raid et il doit aller annoncer le décès aux familles. Et Christian Caron, qui avait perdu la vie, était un ami personnel d'Ange Mancini. Et donc, quand il se gare dans la rue pour aller annoncer le décès, l'épouse le voit par la fenêtre. Elle comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et le petit garçon, lui, voit l'ami de son père, donc pense qu'il va Mm. jouer. Et en fait, non, il vient porter une terrible nouvelle. Et Marc Cagliaros, de la même façon, il a perdu un de ses hommes en intervention. Et c'est lui qui doit aller dire à des parents qui n'ont qu'un seul fils, unique, qui vient de mourir, qui laisse derrière lui une petite fille. Et il doit aller porter cette nouvelle-là. Et c'est vrai que c'est terrible. des moments qui sont des moments très durs. Et bon, et Frédéric Vaux évoque aussi d'autres moments tragiques comme cela. Et jusqu'à Alors, la mort d'Éric Masson, puisqu'il ouais. était directeur général quand ça s'est produit à Avignon. Il évoque également les attentats de Toulouse. Mm. Il évoque, je ne donnerai pas son nom parce qu'on a pris l'engagement auprès de Samuel Sandler, Mm. auquel on pense toujours de Mm. dire, et d'Eva Sandler, de Mm. dire le moins possible Mm. le nom du terroriste de Toulouse, mais de Mm. rappeler, par contre, comme vous le faites dans le livre, Guillaume, Mm. le nom des victimes, de Arié, de Ouais. Gabriel, de Myriam Ouais. Monsonego et de Jonathan Sandler, et également d'Adèle Chenouf, de Mohamed Le Gouad et Loïc Libert, qu'on oublie souvent, qui Ouais. était très, très grièvement Grièvement blessé, ouais. et évidemment le maréchal des logis-chefs Imadi Ben Ziaten. Il parle à un moment donné de l'expression qui avait été dite Ouais. pour le terroriste de loup solitaire, et Frédéric Viau dit « Je suis gêné par cette expression ». Voilà, il dit « Ce Oui. que je retiens de ce moment-là, c'est d'avoir perdu le sommeil pendant ces quelques Oui, jours ». parce que, en fait, ce qu'il explique, c'est que lui, à ce moment-là, il est adjoint du directeur central du renseignement intérieur, qui est Bernard Squassini à cette époque. Et il se dit, mais est-ce qu'on a raté quelque chose? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce qu'on n'a pas vu une information qui nous aurait permis d'empêcher ce surattentat, cet attentat supplémentaire? Et donc, il repasse dans sa tête en permanence toutes les informations, toutes les fiches, toutes les notes. Il n'en dort plus, ça le rend malade, ça le meurtrit. Et en fait, dans l'interview, il nous raconte qu'au fond, il y a deux moments où il a véritablement perdu le sommeil. Ce premier moment, et le soir du 13 novembre, où là, il s'est mis à pleurer dans son bureau parce que celle qui était directrice centrale de la police judiciaire, qui est Françoise Bilancini, était évidemment en réunion de crise. Et donc, lui, adjoint, avait été au bureau pour faire tourner la boutique et recevait les noms des familles de victimes. Et donc, quand dans les noms de victimes, il y avait le même patronyme, il faisait des rapprochements et il trouvait des fratries, des familles entières qui avaient été décimées. Et voyant cela, il confie s'être mis à pleurer. C'est un immense professionnel, ça n'en reste pas moins un homme qui peut être peiné ou avoir un profond chagrin quand il voit ce que fait le terrorisme en termes de destruction des vies, des personnes et des familles. Voilà, et on est
comme vous l'avez dit, presque 10 ans après, et pourtant pour certains qui pourtant étaient en poste à ce moment-là, on a l'impression qu'ils ont oublié ce qu'était le terrorisme. Guillaume Fard, il y aura une suite à Flick Stories. J'espère. En Mais tout cas, il y oui. aura une suite au podcast. Et puis après, une suite avec un deuxième livre, ça c'est à la main de l'éditeur. Qu'est-ce que ça vous a appris, vous? Alors, vous les connaissiez déjà très bien, ces personnages-là, mais qu'est-ce que ça vous a appris de plus finalement sur eux et sur ces métiers de grands flics? Bon, moi, alors, je les connaissais bien, voire très bien. Après, je ne connaissais pas toutes les anecdotes. Sofiane, quand elle me raconte que jeune commissaire arrive un lycéen qui cherchait sa voie professionnelle dans son bureau, qui s'interrogeait sur la police, qu'elle le reçoit 1 heure, et qu'en fait, ce lycéen devient commissaire de police et qu'il est actuellement chef du raid et qu'auparavant, il est le premier fonctionnaire à être rentré dans le Bataclan et à avoir tué un terroriste. Je connaissais pas cette anecdote, c'est Ouais. incroyable. C'est incroyable. Et j'en parlais encore jeudi soir avec l'actuel chef du raid, qui me disait, ouais, il me dit, moi j'étais au lycée, je pousse la porte, je dis, ah bon, commissaire, bon, pourquoi pas. Je rencontre une femme qui m'inspire et j'y vais. Je dis, mais quelle carrière? Je dis, vous vous rendez compte si elle vous avait dit que c'était un mauvais métier? Mais Il oui. nous manquait un héros au Bataclan. Donc non, j'ai appris plein de choses. Et puis s'il y avait deux mots pour résumer tout cela, c'est l'humilité et l'humour. Mm. Euh, Bah L'humilité, oui, vraiment, ils il y a sont des moments où ils se marrent quand même ils sont aussi, heureusement. extrêmement humbles, Ouais. extrêmement humbles, et c'est une belle leçon quand vous avez des gens qui ont fait de grandes choses, qui Mm. vous disent non mais gardez bien les pieds ancrés dans le sol, c'est mieux. Et puis ils sont très drôles. Oui. Voilà. Et je crois que c'est les deux grandes qualités qu'on peut attendre de tout être humain, l'humilité et l'humour. Si on a déjà ces deux qualités, on est bien armé dans la vie. On est bien, et puis ils savent ce qu'est l'importance de la vie et aussi d'une vie, et donc en dehors de ça, voilà, ils en profitent et ils ont bien raison. Merci beaucoup Guillaume Merci à vous. Fard. Flick Stories, les grands flics se racontent, c'est aux éditions du Rocher. Dans quelques instants, vous allez retrouver Laurence Goldman pour le journal. Quant à moi, je vous retrouverai demain avec le grand rabbin de France, Raïm Corsia et Marc Wielinski, pour parler de leurs 2 livres respectifs. Et on se quitte, oui, c'était classique, hein, avec le Renault. J'ai embrassé un flic. Bonne fin de matinée sur RCJ.